J'ai pris ma retraite il y a 12 ans, donc avant ma retraite j'étais chercheur, j'étais chef de département, c'était mon job de parler à tout le monde comme ça en disant c'est pas possible qu'il y ait une toxicité parce que l'ADN n'est pas toxique. Si on prend un gène de poisson qu'on met dans la tomate, c'est pas possible qu'il y ait de la toxicité. Moi je travaillais pas du tout avec les OGM Roundup Ready. Et alors c'est il y a 2 ou 3 ans, bon, et puis j'ai pris ma retraite, j'ai laissé tout ça derrière moi. Et puis il y a 5-6 ans, bon, je bouquine, hein, je continue à me renseigner quand même un peu, et je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de toxique. Et c'est là, il y a 3 ans, où j'ai commencé à parler publiquement, j'ai mis quelques diapos ensemble, les OGM, et à parler de ça. Mais c'est seulement il y a 1 an que je me suis rendu compte que c'est pas le génie génétique. La technique de génie génétique, c'est une technique extrêmement utile en biologie. On s'en sert pour apprendre toute la manière dont la vie fonctionne. On s'en sert pour voir comment les gènes fonctionnent, on s'en sert pour voir comment l'ADN fonctionne, etc., etc. C'est extrêmement utile. Mais ça, c'est au laboratoire, avec les bactéries et avec les cellules. En agriculture, c'est autre chose. En agriculture, la technologie a été complètement hijacked par une compagnie qui s'en sert pour vendre un produit chimique, un herbicide, et on est en train de se rendre compte que c'est très toxique. Voilà. Bon, alors les OGM, vous entendez parler constamment des OGM. Les OGM. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est mauvais, on ne sait pas, il faudrait encore fouiller un peu, on va faire des recherches, etc. Alors je suis venu pour vous apporter la mauvaise nouvelle. Les OGM, c'est pas compliqué. Les OGM qui existent en agriculture, c'est ce qu'on appelle les cultures Roundup Ready. 99% des OGM en agriculture au Canada, c'est Roundup Ready. Ça veut dire qu'elles ont été modifiées pour être arrosées avec l'herbicide Roundup. Voilà. Vous en savez autant que moi. La prochaine fois, vous entendrez parler d'OGM ou vous lirez d'OGM, le petit pamphlet que vous avez, c'est les OGM, les OGM, les OGM. Alors on ne sait pas, il y a des OGM, mais bon, c'est pas compliqué, c'est ça. Voilà. Ce sont des cultures qui sont arrosées avec l'herbicide Roundup. Et l'ingrédient actif de l'herbicide Roundup, ça s'appelle le glyphosate. C'est pas compliqué, c'est 3 syllabes, le glyphosate. C'est un peu bizarre comme nom, mais c'est comme ça. Et je vous dis ça parce que l'industrie biotechnologie, eux, ça leur facilite les choses de parler d'OGM. C'est les OGM, c'est les OGM. Vous n'avez pas de doctorat en sciences, vous ne pouvez pas en parler, vous ne comprenez pas, faites-nous confiance. Et puis si vous pouvez en parler et que vous êtes contre, eh bien, vous êtes un activiste et vous êtes complètement fou. Donc, Roundup Ready. L'actif ingrédient, le glyphosate. Ce sont des cultures, des organismes qui ont été modifiés pour survivre le contact avec le glyphosate, qui est une molécule toxique, chroniquement toxique. Vous êtes venu pour entendre une conférence sur les OGM, sur le génie génétique, et manque de chance, vous allez entendre une conférence sur les pesticides. Parce que le génie génétique en agriculture, c'est ça. C'est les OGM, c'est Roundup Ready, c'est le glyphosate. Je vais vous parler du glyphosate pendant 1 heure. Et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions sur le génie génétique, si vous en avez, quand j'aurai fini de parler. Le glyphosate, c'est une toute petite molécule, très simple, très simple. Le nom chimique, c'est ça, c'est glycine methylphosphonate, glycine méthylphosphonate. C'est une molécule qui a été inventée spécifiquement pour se coller aux atomes de métaux, aux minéraux. C'est sa propriété principale, c'est ce qu'elle fait, cette molécule. Elle se colle, elle se lie. En termes de chimie et de biochimie, on parle de chélation,
C'est un chélateur très important, très fort, très puissant. Il se lie aux métaux. Le soufre, le fer, le cuivre, le zinc, le calcium, le magnésium, etc., etc., etc. Okay? C'est une molécule qui a été inventée en 1960 et brevetée en 1964 comme un agent détartrant. Une molécule qui a été inventée par une compagnie de produits chimiques aux États-Unis qui s'appelle Stauffer Chemicals. Et eux, leur business, c'était de nettoyer les grandes chaudières industrielles et toute la tuyauterie. Quand vous avez une kettle, une chaudière à la maison, hein, que ce soit électrique ou pas, après avoir bouilli de l'eau pendant des semaines ou des mois, vous avez des dépôts de minéraux dedans. C'est la même chose pour les grandes chaudières industrielles. Et donc, après un certain temps, tout ça, ces dépôts deviennent de plus en plus gros, de plus en plus épais, il faut les enlever. Et on ne peut pas rentrer à l'intérieur pour faire ça avec un marteau. On met un produit chimique qui va se coller à tous les métaux et les remettre en solution. Et cette molécule, le glyphosate, a été donc brevetée en 1964 comme un agent détartrant par cette compagnie de produits chimiques. Parce que et que si vous lisez le brevet, vous pouvez lire les brevets. Les brevets sont des documents très publics. Vous pouvez les chercher sur Google, c'est facile. Et quand vous lisez le brevet, vous vous rendez compte que c'est vraiment un agent détartrant merveilleux. Ça se colle à pratiquement tous les métaux, c'est très puissant, avec un spectre d'action très large. C'est pour ça qu'il a été breveté. Donc quand vous avez détartré, quand vous avez enlevé les dépôts de minéraux dans les bouilloires et tous les tuyaux, ensuite vous enlevez la solution, vous remettez de l'eau propre. La solution, vous la mettez quelque part dans la nature et vous vous rendez compte instantanément qu'elle tue les plantes. Toutes les plantes. Et c'est à ce moment-là que la compagnie de produits chimiques Monsanto a acheté la molécule et l'a rebrevetée encore en 1969 comme un herbicide, parce qu'elle tue les plantes. C'est un herbicide fantastique, très puissant, avec un spectre très large. Regarde, encore breveté. Et là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne comme herbicide. Ça fonctionne comme herbicide parce qu'il se colle à beaucoup de métaux, mais surtout l'atome de manganèse. La vie, toutes les cellules vivantes sur la Terre, que ce soit des bactéries, des plantes, des champignons, des animaux, toutes les cellules vivantes fonctionnent grâce à des protéines qu'on appelle métalloprotéines. On les appelle aussi les enzymes. Tout ce qui bouge dans une cellule vivante, la vie, tout ce qui bouge, c'est à cause de ces enzymes. Tout ce qui fonctionne, toute la biochimie dans les cellules, c'est les enzymes, les métalloprotéines. Ça s'appelle les métalloprotéines parce que, bien sûr, au centre de la protéine, il y a un atome de métal. Vous connaissez l'hémoglobine dans le sang, c'est le fer. Vous connaissez peut-être la chlorophylle, qui est exactement la même molécule que l'hémoglobine, mais là c'est le magnésium, etc. La vitamine B12, c'est le molybdène. Bon. Donc ces métalloprotéines ont un atome de métal au centre de la protéine qui fait partie de la protéine. S'il n'y a pas d'atome de métal, la protéine ne fonctionne pas, il n'y a plus d'enzymes, donc c'est mortel. Et on a ici la molécule de glyphosate, et lui, son job, c'est de venir se coller à l'atome de métal. Et quand la molécule de glyphosate est collée à l'atome de métal, pour l'enzyme dont je vais parler dans les plantes, c'est le manganèse. Quand il se colle à l'atome de manganèse au centre de la protéine, c'est fini, elle ne peut plus fonctionner. Ok. Donc ça, c'est une représentation de l'enzyme de la plante qui se trouve dans les chloroplastes. Le glyphosate inactive cette enzyme, la EPSP, synthase, quand il se lie à son atome de manganèse. Et donc, l'enzyme ne peut plus fonctionner. Cette enzyme fait partie d'une voie biochimique
qu'on appelle la voie de l'acide chimique, qui fait des acides aminés aromatiques comme le tryptophane, la tyrosine ou la phénylalanine. Donc, quand le glyphosate est dans une cellule, il empêche une cellule de plante, il empêche la voie de l'acide chimique, il empêche la synthèse de ces acides aminés qui sont les briques qui font les protéines. Les acides aminés font les protéines. Donc s'il n'y a plus ces acides aminés, il n'y a pas de protéines. S'il n'y a pas de protéines, la cellule meurt rapidement. Et c'est comme ça que cet herbicide fonctionne. Les bactéries et les plantes ont exactement la même voie de biosynthèse des protéines, de l'acide chimique. Donc cette molécule, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, tue les bactéries de la même manière qu'elle tue les plantes. Donc, 1969, il est breveté comme un herbicide. Un herbicide, c'est un produit chimique qui tue les plantes, qui tue les mauvaises herbes. Donc, on l'applique, que ce qu'on soit un jardinier ou un cultivateur, on l'applique sur les mauvaises herbes. On arrose les mauvaises herbes et elles meurent. Et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, on sème les graines. Et donc il y aura des résidus dans le sol qui peuvent monter dans la plante. Des résidus minimes. En 1996, tout change parce que maintenant, la firme Monsanto a inventé la technologie Roundup Ready. Ça veut dire qu'ils ont modifié génétiquement, et si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout à l'heure comment c'est fait. C'est pas bien compliqué. Les cultures ont été modifiées génétiquement pour résister à l'herbicide Roundup qui contient le glyphosate. Le glyphosate, c'est le principe actif de l'herbicide. Donc là, ça veut dire qu'on n'arrose plus les mauvaises herbes avant de semer, on arrose après le semer, après le semis. Okay? On dit aux cultivateurs, ne vous inquiétez pas de vos mauvaises herbes, c'est pas la peine d'y penser, vous plantez vos graines. Même s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, c'est pas important. Et puis quand les graines ont poussé un peu, à ce moment-là, vous arrosez. Et toutes vos mauvaises herbes vont disparaître. C'est un herbicide magique. Il tue les mauvaises herbes, mais pas les cultures. L'herbicide n'a pas changé, c'est le même herbicide, c'est les cultures qui sont magiques. Les cultures ont été modifiées génétiquement avec un gène bactérien pour résister à l'herbicide. Okay? Donc là, ça veut dire que maintenant, on n'arrose plus avant le semis, on arrose les plantes après le semis. Et même si s'il n'y a pas 100% de contrôle des mauvaises herbes, on peut le faire encore. Vous pouvez arroser autant que vous voulez. Les plantes sont résistantes. Donc le résidu du produit chimique va être plus important dans la plante. C'est normal. Il n'y a aucun doute que cette technologie a eu énormément de succès. Okay? On commence en 1996, quand les deux premières cultures ont été commercialisées, le soja et le maïs. On finit en 2014 et vous voyez qu'on est pratiquement à 100% du soja, du maïs qui sont modifiés génétiquement. Donc pratiquement 100% du soja, 100% du maïs, absolument 100% des betteraves à sucre, le canola, et puis une ou deux autres cultures, presque 100% aussi, sont Roundup Ready, elles sont modifiées génétiquement pour être arrosées avec le Roundup. Ça, c'est une étude, je vais vous montrer des études scientifiques, comme ça, vous avez le titre du papier, de l'article, les auteurs, le titre du journal scientifique, les pages, l'année, etc. Zobiolé, ça, c'est des études qui ont été faites par le département de l'agriculture aux États-Unis. Publiées en 2010 et en 2011. Et il documente que, en fait, comme vous vous souvenez comment fonctionne le glyphosate, il se colle aux métaux, donc il se colle aux enzymes,
l'atome de métal dans les enzymes, mais il se colle aussi aux atomes de métaux en solution dans les plantes ou même dans le sol. Et en fait, on se rend compte à la récolte que les grains de soja contiennent moins ou beaucoup moins de certains métaux, de certains minéraux. OK. Ce qui nous amène à ce point de question, substantiellement équivalent. En 1996, quand les cultures ont été commercialisées, enregistrées, le gouvernement américain, les corporations américaines ont mis en avant ce concept d'équivalence substantielle. Ça veut dire, en fait, que c'est un plant de maïs, il a été modifié génétiquement, il y a un gène bactérien en plus, mais vous ne pouvez pas le voir. C'est comme du maïs, ça pousse comme du maïs, ça goûte comme du maïs, c'est du maïs, c'est la même chose. Il est substantiellement équivalent. On ne peut pas faire la différence. Les protéines sont les mêmes, etc. Donc, parce qu'il est substantiellement équivalent, on n'a pas besoin de tester, on n'a pas besoin de l'étudier, parce que c'est la même chose. C'était ce concept donc, qui a permis aux corporations de vendre leurs cultures sans les tester. Même chose avec le maïs. Ça, c'est le département d'agriculture aux États-Unis qui vient d'admettre récemment, il y a quelques mois, qu'un boisseau de maïs maintenant pèse seulement 54 livres. Alors que traditionnellement, depuis toujours, un boisseau de maïs pèse 56 livres. Mais comme maintenant tout le maïs est modifié, alors maintenant on a un maïs à 54 livres, il y a 2 livres qui manquent par boisseau de minéraux. Et donc encore, est-ce que c'est équivalent? On nous a dit en 1996, on ne peut pas les distinguer, c'est exactement la même chose, etc. Et maintenant on se rend compte que en fait non, ça ne l'est pas. Parce que le maïs et le soja contiennent beaucoup moins de minéraux qu'ils ne le devraient. Ils sont appauvris en minéraux. Et puis bien sûr, ça a été publié cette année, bien sûr il y a des résidus de glyphosate, de Roundup dans les cultures qui ont été arrosées. Ça c'est normal, on s'y attendait. Mais les différences aussi sont telles que, est-ce qu'encore on a encore ce point de question, est-ce que c'est substantiellement équivalent? Bon, donc ça c'était 1996. 2005 ou environ, ce n'est pas un brevet, mais c'est pour vous indiquer quelque chose que pratiquement personne ne sait, c'est que depuis une dizaine d'années, les agriculteurs maintenant arrosent pas mal de cultures juste avant la récolte avec l'herbicide Roundup pour les sécher. Ça c'est une page d'un guide pour les fermiers, pour les producteurs du gouvernement du Saskatchewan, et ça vous dit option d'herbicide pour les récoltes. Et là vous apprenez que le blé, l'avoine et l'orge sont arrosés avec le Roundup juste avant la récolte, quand le grain n'est pas vraiment sec encore. Alors, si la plante n'est pas modifiée génétiquement, si elle n'est pas Roundup ready, ça la tue. On va tuer la plante en l'arrosant de l'herbicide, c'est normal. Mais c'est exactement ce qu'on veut faire. On la tue, mais on ne parle pas de tuer la plante, on parle de la dessécher. Ce qui revient à la même chose. Donc le blé, l'avoine, l'orge, le soja, le canola sont modifiés, mais quelquefois il y a quand même des mauvaises herbes sur le sol, et ça les machines pour faire la récolte n'aiment pas ça. Le lin, les haricots, le pois, les lentilles, la canne à sucre dans les tropiques, pas au Canada bien sûr, sont arrosés juste avant la récolte. Alors je vous disais tout à l'heure, quand on arrose les mauvaises herbes et le sol, il y a des résidus minimes dans les récoltes. Quand on arrose les cultures une ou deux ou trois fois après, quand elles commencent à pousser, là on aura des résidus bien consistants. Mais maintenant on parle de résidus maximaux parce qu'on arrose la culture juste avant la récolte. En 2001,
la compagnie Monsanto a déposé un dossier pour un brevet, pour une patente, comme pour le glyphosate comme antibiotique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il tue les plantes et les bactéries exactement avec le même mécanisme biochimique. C'est un antibiotique très puissant, à très large spectre, il tue pratiquement toutes les bactéries. Donc c'est évident que la firme Monsanto, le brevet a été accepté en 2010, la firme Monsanto maintenant a un brevet pour le glyphosate comme antibiotique, ils espéraient en faire un produit pharmaceutique. Il tue les bactéries à une dose de 1 partie par million, qui est assez fort. Ça a été démontré donc avec le même principe de biochimie, c'est le manganèse, avec le même enzyme, qui permet d'arrêter la synthèse des protéines. Ça, l'effet antibiotique a été vérifié, ça a été publié l'année dernière, c'est vérifié par des scientifiques en Allemagne. Ils ont regardé l'effet du glyphosate sur des bactéries dans l'intestin des poules. Tous les animaux, vous savez tous qu'on a une flore intestinale. Tous les animaux ont une flore intestinale. Ok ? Donc les poules ont des bactéries dans leur intestin, alors ils ont montré qu'une partie par million est antibiotique pour toutes sortes de bactéries. Et si vous connaissez un peu la nutrition, vous reconnaîtrez certains mots comme lactobacillus, bifidobacteria, qui sont des bactéries qu'on trouve dans le yaourt. Mais, surprise, l'antibiotique ne tue pas les salmonelles et les clostridia, qui sont pour la plupart pathogènes. Pathogènes chez les animaux, surtout chez les humains, bien sûr. Et si vous êtes vétérinaire, vous savez qu'il y a de plus en plus de cas d'épidémie, de cas de salmonelle dans les poules, les élevages de poulets, les œufs, etc. On a ça depuis pas mal d'années déjà. Si vous êtes vétérinaire, vous savez qu'il y a beaucoup de cas maintenant de Clostridium botulinum, qui est la bactérie du botulisme, chez les bœufs, les vaches, en élevage. Et si vous êtes docteur, vous savez maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'hôpital avec des infections intestinales causées par Clostridium difficile, qui est une bactérie très difficile à guérir avec des antibiotiques. Il n'y a pratiquement aucun antibiotique qui peut les tuer. Et il y en a de plus en plus. Alors la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a toutes sortes de bactéries dans l'intestin. Je vais passer une ou 2 minutes à vous expliquer ça. C'est très important. On a beaucoup de bactéries dans notre intestin. Il y a des milliers d'espèces. C'est la biodiversité. Il y a toutes sortes d'espèces qui se gardent, qui empêchent l'une de devenir épidémique en quelque sorte. Donc, quand on prend des antibiotiques, on tue la plupart de ces bactéries de l'intestin. Et donc c'est facile pour certains pathogènes de prendre le dessus et de devenir épidémiques. Alors, cette flore intestinale, donc dans cette étude, il parlait du microbiota, qui est le même mot pour microbiome. C'est maintenant le mot que l'on accepte, c'est la flore intestinale. Les chercheurs médicaux, depuis 5 à 10 ans, surtout 5 ans, étudient énormément cette biodiversité, cette flore intestinale qu'on a. Ils lui ont donné un nouveau nom, le microbiome, et ils en parlent comme si c'était un organe aussi important que votre cerveau ou votre cœur ou votre foie. Vous avez environ 10% de vos cellules dans votre corps sont des cellules humaines. 10%. 1% des gènes de votre corps sont des gènes humains. 99% des gènes et 90% des cellules de votre corps sont bactériens. C'est l'importance de ça. Ok ? Vous avez
100 000 milliards de bactéries dans votre intestin, des milliers d'espèces qu'on est seulement en train d'apprendre, qu'on est en train de réaliser, parce que c'est seulement depuis qu'on peut faire des analyses en gros d'ADN qu'on peut se rendre compte de cette diversité. Avant, c'était absolument impossible parce qu'on ne sait pas les cultiver, bien sûr. Et ces bactéries, qu'on avait complètement ignorées jusqu'à maintenant, sont extrêmement importantes. Je ne vais pas vous donner tout le détail de toutes ces petites choses-là. Ce sont des petites molécules que ces bactéries secrètes synthétisent pour se parler entre elles, pour se dire des choses entre elles, mais elles les utilisent aussi, toutes ces molécules, pour parler à tous nos organes. Et là, par exemple, vous voyez, il y a un cerveau. Bon. D'abord, ces 100 000 milliards de bactéries, elles pèsent environ de 3 à 5 livres, ce qui est un peu plus que votre cerveau. Et puis, en anglais, behavior, c'est la manière dont on se comporte, le comportement. Alors, est-ce que ça veut dire que les bactéries qui sont dans l'intestin ont un effet sur notre comportement? C'est bien pire que ça. Je ne dirais pas qu'elles contrôlent votre cerveau, mais presque. Vous connaissez tous le mot sérotonine. C'est un neurotransmitter, je ne sais pas comment on dit en français. Neurotransmetteur. Bon. 100% de la sérotonine qui est dans votre cerveau vient du microbiome. OK? Et beaucoup d'entre vous doivent le savoir. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est absolument essentiel à notre santé mentale. Si vous n'avez pas suffisamment de sérotonine, vous êtes malade, vous êtes déprimé, très déprimé. Et si vous en avez encore un peu moins que ça, vous êtes malade mental, avec toutes sortes de symptômes. Ça, c'est juste un, c'est la sérotonine. Il y a les autres neurotransmetteurs, dont la plupart aussi viennent de ces bactéries. Donc, votre cerveau est, sinon contrôlé, au moins très influencé par ces bactéries, par le microbiome. Tout l'appareil digestif, bien sûr, c'est chez eux. Ils habitent là. Ils digèrent tout, ils recyclent tout et ils manufacturent, ils synthétisent toutes sortes de molécules essentielles dont on a besoin, dont pas mal de vitamines. Même chose avec l'appareil circulatoire, et le système immunitaire est absolument contrôlé par le microbiome. Les bactéries du microbiome enseignent à notre système immunitaire comment agir, comment réagir et quand le faire, etc. Ces bactéries sont incroyablement essentielles à notre santé. Ça, c'est deux chercheurs aux États-Unis qui ont fait une revue de la littérature médicale en sachant que le glyphosate peut donc être antibiotique, donc il peut tuer les bactéries du microbiome. Et leur conclusion, c'est que les propriétés chimiques du glyphosate expliquent la maladie cœliaque, toujours associée à un microbiome endommagé. Vous savez qu'on a une épidémie de cœliaque. Tout doit être sans gluten, partout dans les épiceries. Maintenant, tout doit être sans gluten, c'est pas juste le pain, toutes sortes de choses. Et eux, ils disent, ouais, ben ça c'est surtout, c'est pas tellement le gluten, c'est le glyphosate. Parce qu'il tue le microbiome. Une autre revue scientifique qui a été publiée en 2009, et là, les chercheurs montrent que le glyphosate s'attache au fer, bon, ça, on s'en doutait, et inhibe une grande famille d'enzymes qu'on appelle les CYP, les CYP, les enzymes CYP, qui est un nom anglais, c'est Cytochrome P450. C'est une grande famille de protéines, de métalloprotéines, des enzymes. Il y en a partout, toutes les cellules vivantes les ont. C'est les premières lignes de détoxification. Okay, ce sont des enzymes qui oxydent tous les substrats. On en a surtout dans le foie.
Et ça, c'est un article de revue. Ce n'est pas un article de recherche, mais il fait le point sur les enzymes, les enzymes CYP. Il y en a environ 20 000 dans toutes les bactéries, les plantes, les champignons, etc., les animaux. Et chez les humains, on en a seulement 57. Mais c'est bien expliqué que les enzymes CYP de l'homme, donc les agents de détoxification, sont absolument essentiels. Et si l'un ou plusieurs ne fonctionnent pas ou mal, on aura des maladies sérieuses, on devient toxique. Les deux mêmes chercheurs qui ont fait leur revue tout à l'heure ont fait une autre revue. Alors, en sachant que le glyphosate inhibe les enzymes CYP et endommage le microbiome, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut s'attendre, leur conclusion, c'est qu'on peut s'attendre à pratiquement toutes les maladies inflammatoires et dégénératives qu'on a vu devenir épidémiques depuis 20 ans. Toutes sortes de cancers, l'obésité, l'autisme, maladies du foie et du rein, etc., etc., et j'y reviendrai. Alors, une recherche faite en France sur le glyphosate comme perturbation hormonale à une demi-partie par million. Le glyphosate induit l'apoptosis dans les cellules humaines. Apoptosis, c'est un mot de biologie qui veut dire la mort de la cellule. Donc il est toxique aux cellules humaines. La plupart de ce que je vous montre, ça a 5 ans ou moins. Beaucoup d'études sont de cette année ou de l'année dernière, ou bien de 2009, de 2012, etc. Donc ça a 5, c'est récent. Ça a été fait, c'est une étude qui a été faite aussi sur des cellules de rats, des cellules de testicules de rats, et on voit qu'une partie par million de glyphosate réduit la testostérone de 35%. Et on sait très bien qu'il y a une épidémie, en fait. On voit très bien que la fertilité des mâles, chez les humains, des hommes, est en train de diminuer depuis une vingtaine d'années. Ça nous vient de Vienne, en Autriche. Donc, la même chose, propriété cytotoxique du glyphosate et du Roundup dans les cellules humaines. Et ça vient d'Égypte. Le maïs Roundup Ready cause des maladies du foie et des reins chez le rat. Quand les rats sont nourris de Roundup Ready du maïs, ils deviennent malades, leur foie et leurs reins deviennent malades. Une autre étude qui vient de France, avec exactement la même conclusion, c'est que les rats qui sont nourris au maïs Roundup Ready aussi ont des maladies du foie et des reins. Mais cet article a été republié cette année parce qu'il a été annulé l'année dernière. Il a été publié en 2012 par le docteur Serralini, et peut-être certains d'entre vous ont vu ces photos de rats avec des tumeurs absolument gigantesques. C'est cet article. Le docteur Serralini avait fait la première étude à long terme. Au lieu de faire des études de 90 jours, il avait nourri ses rats avec le maïs pendant 2 ans. 2 ans, c'est toute la vie d'un rat. Et il avait bien vu et puis prendre toutes sortes de paramètres toutes les semaines, mesurer toutes sortes de propriétés enzymatiques, etc. Et il avait bien vu qu'après 4 mois, déjà, on voyait que le foie et les reins commençaient à devenir malades. Et puis, quelques mois plus tard, les tumeurs sont apparues et puis les rats ont commencé à mourir. Alors, il a publié ses résultats en 2012. Le lendemain, et pendant quelques semaines, il y a eu énormément de scandales et de critiques. Il y a beaucoup de chercheurs en biotechnologie qui ont écrit des lettres à l'éditeur du journal, aux journaux, à tous les médias, pour dire vraiment que cette étude était vraiment n'avait aucun sens, qu'ils ne savaient pas faire des analyses de statistiques, que c'était vraiment une très mauvaise étude, etc. Et que certainement ils n'avaient aucun droit de dire qu'il y avait le cancer. Alors,
après quelques mois, l'éditeur du journal a été remplacé par quelqu'un de Monsanto qui a annulé l'article rapidement. Et c'est pour ça que je mets que l'article a été renié pour cause de résultats inconcluants. C'est exactement la cause pour laquelle il a été renié, annulé, qu'au résultat inconcluant. Quand on fait une étude de toxicité, comme cette étude-là, on suit un protocole bien particulier. On a besoin de 10 rats par traitement. Quand on fait une étude pour montrer le cancer, c'est un protocole complètement différent et on a besoin de 50 rats par traitement. Ça, c'est une étude de toxicité. Donc, théoriquement, ils ne peuvent pas conclure qu'il y a cancer. Mais ils ont trouvé du cancer, énormément. Et donc, ils n'avaient pas le droit de se taire et de ne pas en parler. C'est normal. J'ai rencontré le docteur Serralini il y a un mois, 3 semaines, à Regina, on était tous les deux dans une conférence. Il a parlé de ses résultats, de ses travaux, et il soutient absolument que c'est vraiment du beau travail. Et il parle de crimes contre l'humanité. Parce que le glyphosate est tellement toxique pour les rats, pour les humains, c'est son opinion. Ça nous vient de l'université de Bangkok, publié l'année dernière. Donc, les cellules cancéreuses humaines de cancer du sein prolifèrent beaucoup plus rapidement quand il y a des traces de glyphosate. Des parties par milliard et même 1000 fois moins que ça. Ça, c'est une étude publiée en 2010 en Argentine. Il y avait, ça vient du groupe de professeur Andrés Carrasco, qui était directeur du département d'embryologie. Et on lui avait demandé d'aller faire une enquête parce que dans les plaines d'Argentine, maintenant toute l'herbe et tout le bétail a disparu et on fait pousser du soja. Du soja modifié, bien sûr, Roundup Ready. Qui sont, avec les superficies sont tellement gigantesques que tout ça s'est arrosé par avion. Et il y avait une épidémie de bébés qui naissaient avec toutes sortes d'anomalies congénitales. Très sérieuses. Donc il est allé voir sur place et il est revenu dans son laboratoire et comme il était embryologiste, il travaillait avec des grenouilles et il a injecté des œufs de grenouilles avec des quantités absolument infimes de glyphosate et il a pu répéter exactement les conditions, les symptômes chez la grenouille qu'il observait chez les humains. Déformation congénitale due à l'acide rétinoïque qui est un produit de dégradation de la vitamine A qui est toxique. Ça nous vient d'Allemagne, publié cette année. Quand on nourrit des porcs avec du maïs Roundup Ready, il donne naissance à des porcelets qui sont mal formés. Et la même équipe en Allemagne, aussi publiée cette année, a mesuré le glyphosate, les résidus de glyphosate chez les animaux et les humains quand ils sont nourris avec du maïs ou du soja Roundup Ready. Et à la différence, si vous allez voir le site web de Monsanto, vous allez lire que si par accident vous ingérez, vous avalez un peu de glyphosate ou des résidus de glyphosate, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, vous allez le pisser demain, ça passe au travers, ça ne colle pas. Alors que cette étude nous raconte qu'au contraire, le glyphosate s'accumule dans tous les organes, très sérieusement. Et la même étude a remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui ont des maladies chroniques ont plus de glyphosate dans leur urine que les gens sains. Ça nous vient d'Allemagne, publié cette année. Il y a un docteur en sciences à Seattle, aux États-Unis, qui a fait des études qui ont été qui a fait toute une série d'analyses de corrélation. C'est une forme d'analyse statistique, je vais vous expliquer. Et elle a fait ça, elle a publié ses courbes l'année dernière et elle vient de publier
son article il y a 2 semaines. Une analyse de corrélation, c'est une forme d'analyse statistique que l'on utilise en sciences pour montrer si deux masses de données sont liées. Est-ce qu'il y a un lien entre elles? Est-ce qu'il y a il n'y en a rien qui causerait l'autre? Ce qu'elle a prise, les données du Centre pour le contrôle des maladies aux États-Unis, qui est à Atlanta, en Géorgie, le US Center for Disease Control, qui mesure, qui garde des statistiques sur la santé des Américains. Alors, combien de gens ont été admis dans les hôpitaux cette année aux États-Unis avec des maladies du foie ou des infections intestinales, ou combien d'enfants ont été diagnostiqués autistiques, etc. Cette année, l'année dernière, etc. Elle a fait ça, tous ces graphes vont de 1990 à 2010. Et puis, elle a donc fait cette analyse. La deuxième chose de données, ça venait du département de l'agriculture aux États-Unis, qui bien sûr garde des statistiques sur l'agriculture, combien de millions d'acres de soja ou de maïs Roundup Ready cette année aux États-Unis, et combien de tonnes de glyphosate de Roundup est-ce qu'on a arrosé aux États-Unis. Donc, elle a mis les deux ensemble, elle a fait son analyse statistique. Et quand on fait cette analyse de corrélation, on finit avec plusieurs indices, mais l'un s'appelle le coefficient de corrélation, qui est une valeur R, qui a une valeur maximale de 1. Et si vous voulez, vous pouvez imaginer que c'est une probabilité de lien. Alors si vous avez un 0.9, ça veut dire qu'il y aurait 90% de probabilité qu'il y a un lien entre les deux. 0.95, 0.99, c'est donc 99% de probabilité que oui, il y a vraiment un lien. OK? Cette technique a une faiblesse telle que elle n'est pas admise comme preuve en science. C'est une technique d'analyse de données qui permet aux chercheurs de voir où ils doivent aller. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ah oui, il y a un lien, donc on va vérifier. Mais on ne peut pas ce n'est pas admis comme preuve parce que si vous pouvez très bien remplacer une des données par une autre et trouver les mêmes résultats. Donc, vous pourriez remplacer par exemple le nombre de personnes malades, la superficie arrosée avec le glyphosate, avec par exemple les ventes en produits bio, qui, comme vous le savez, montent, grimpent, etc. Et donc, vous pourriez obtenir exactement ce graphe ici, qui vous dit bien que si vous mangez bio, vos enfants seront autistiques. C'est évident. Donc, c'est une faiblesse. Ce n'est pas admis comme preuve. C'est simplement pour montrer un lien. C'est pour montrer aux chercheurs vraiment, il faut approfondir, il y a quelque chose ici. Et donc, les résultats du Dr. Swanson qui a fait l'analyse, donc vous voyez, vous aviez sur le premier graphe, Roundup Ready soja et maïs, et l'autisme, avec une valeur de 0.99, et vous pouvez voir que toutes les valeurs sont très très élevées, cœliaque, la maladie cœliaque, l'infection intestinale, toutes sortes de cancers, insuffisance rénale, diabète, obésité, Alzheimer, et il y en a bien d'autres. Et elle a publié son article, donc il y a 2 semaines, dans un journal scientifique, et sa conclusion, c'est que le degré de signification des corrélations est tel qu'il devient impératif d'étudier en profondeur les effets du glyphosate et Roundup Ready sur la santé humaine. Donc, ces analyses de corrélation ne peuvent pas prouver quelque chose, mais elles montrent bien aux scientifiques que vraiment il y a quelque chose à prouver ici. On n'a aucune étude d'épidémiologie, okay? Aucun gouvernement au monde, certainement pas aux États-Unis ou au Canada, n'ont fait d'études d'épidémiologie, d'études de suivi. Les gens mangent du maïs Roundup Ready et deviennent malades ou pas, comme les rats. On a fait des études avec les rats, on a fait des études avec les cellules humaines,
mais on n'a pas fait d'études avec les humains. Ça a été publié en 2009 par un psychiatre qui travaille à Calgary, Dr. Kaplan, Bonnie Kaplan. Elle fait ce qu'elle appelle de la psychiatrie nutritionnelle. Elle travaille avec les enfants autistiques et elle leur donne des suppléments de minéraux. Et ils vont mieux. Ils se rétablissent. Leurs symptômes, pas exactement qu'ils disparaissent, mais enfin, ils vont beaucoup mieux. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit que cette molécule est antibiotique à 1 partie par million, qu'elle perturbe l'équilibre hormonal à 1/2 partie par million, que les cellules cancéreuses prolifèrent à des milliers et des millions de fois moins que ça. Et là, ça vient, c'est les États-Unis, je suppose que les niveaux sont les mêmes au Canada. C'est l'Agence de protection de l'environnement qui établit ces niveaux de résidus. L'année dernière, en 1993, ils ont décuplé les niveaux légaux de résidus de glyphosate dans la nourriture, donc multipliés par 2, par 10, par 100 pour certaines nourritures. Et aujourd'hui, on a ces niveaux-là. Pour les céréales, pour les humains, dans les céréales le matin, c'est 30 parties par million. Le soja, c'est 120, etc. Et toutes les nourritures ont quelque chose, ont un niveau légal pour ne pas avoir d'ennui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Sans aucune étude scientifique. C'est parce que les niveaux de résidus de glyphosate augmentent dans les plantes. Parce que c'est devenu une technologie extrêmement, avec beaucoup de succès. Et il y en a partout. Ça, c'est l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, la EPA. Il y a une page sur leur site web, en anglais bien sûr, information sur le glyphosate dans l'eau à boire. Et vous pouvez voir qu'ils ont un niveau, ça c'est le maximum contaminant limit, c'est le niveau de contaminant maximal de 0,7 mg par litre, qui est l'équivalent de 0,7 parties par million. Et si vous continuez de lire la page, vous lirez dans cette page exactement ceci: les gens qui boivent de l'eau contenant plus de 0,7 parties par million de glyphosate vont avoir des insuffisances rénales et devenir infertiles. Et ça, c'est 2 des symptômes dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a bien d'autres. C'est textuellement dans la page de la protection de l'environnement aux États-Unis. Ça, c'est ma dernière diapositive. C'est la map monde. C'est une map monde qui vous montre que tous les pays en blanc n'ont aucune législation, aucune régulation du glyphosate, du Roundup dans la nourriture, n'importe où, absolument rien. Quand le glyphosate a été breveté, enregistré, et même le Roundup, donc en 1969 et le Roundup en 1974, il a été enregistré comme ayant aucune toxicité aiguë. Le glyphosate, vous vous souvenez comment il fonctionne, il se colle aux métaux. Ce n'est pas vraiment toxique au niveau de l'humain, l'être humain. Mais personne à l'époque n'a soupçonné qu'il pourrait y avoir un effet chronique. Et tout ce que je vous explique ce soir, ce sont des effets chroniques. Et puis bien sûr, il y a l'effet antibiotique, mais ça, à l'époque, l'antibiotique, tout le monde en prenait, on en donnait aux enfants tous les 2 mois parce qu'ils avaient des otites, etc. Tous les pays en marron, en brun, ce sont les pays où il y a de la législation, au moins pour limiter soit la culture des Roundup Ready, ou alors que tout soit étiqueté dans les épiceries, comme en Europe. Et puis les pays qui ont en rouge sont des pays qui ont banni le Roundup Ready, la technologie Roundup Ready et l'herbicide. Donc ils n'en ont absolument pas.
ils n'importent rien, ils n'en cultivent pas et ils n'ont même pas besoin d'étiquetage parce que ça n'existe pas dans ces pays-là. Et ça, c'est très récent. La Russie, par exemple, c'était il y a quelques mois cette année. La Hollande, c'était il y a 3 semaines. La Chine et l'Inde ne sont pas encore bien rouges, mais presque, parce que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est en train de se faire. Donc, il y a beaucoup de pays au monde, 64 en fait, il y a 64 pays au monde qui prennent les études que je viens de vous montrer, ils prennent ces études très au sérieux. Mais nous ici, on est dans ce que j'appelle la bulle biotech. C'est pas la peine d'y penser. Merci beaucoup. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Tout ce que je viens de vous montrer, enfin les courbes, les analyses statistiques, c'est très récent et ça vient des États-Unis. On n'a absolument rien ici au Canada, rien du tout, non. Au niveau de l'université, au niveau des universités, au Canada comme aux États-Unis, les académiques, comme les gens qui travaillent pour le gouvernement, soit on leur dit de la boucler, soit ils reçoivent de l'argent. C'est un peu comme si on leur donnait de l'argent pour se taire en quelque sorte. Oui. Oui. On a vu par exemple sur la carte pour le Brésil, à ce que je comprends, il y a une législation où il n'y a pas de Roundup Ready au Brésil? Non. Le Brésil est le 2e pays du monde pour le soja. Et ils font pousser des quantités gigantesques de soja après les États-Unis. Mais il est orange et je ne connais pas les détails, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très possible qu'ils font pousser du soja, mais que le reste de la nourriture dans les épiceries soit étiqueté ou il y a quelque chose. Je ne sais pas. Parce que ma deuxième question, toujours concernant le Brésil est devenu le plus grand exportateur, ou en tout cas l'un des plus grands exportateurs de viande de volaille à travers le monde. Donc si les volailles consomment essentiellement du soja et du maïs, oui. Donc ça veut dire que est-ce que les volailles, on peut présumer que les volailles élevées au Brésil sont élevées avec du soja? Les volailles élevées au Brésil, aux États-Unis, au Canada et probablement en Europe aussi mangent du maïs et du soja. Donc ça devient difficile d'avoir un étiquetage spécifique parce que le poulet, on ne sait jamais trop. C'est vrai. En Europe, c'est un peu compliqué et bizarre parce que ils ont une législation qui dit que les aliments OGM doivent être étiquetés dans les épiceries, mais ils importent des quantités gigantesques de soja et de maïs pour nourrir leur bétail et les poules. Donc, contradiction. Okay. Les études que vous avez présentées chez Swanson, je crois. Oui, Nancy Swanson. Est-ce qu'elles sont prises au sérieux dans le monde académique? Le monde académique n'a aucune réaction à tout ça, ça ne les intéresse pas. Comme le monde politique, ça ne les intéresse pas non plus. Des raisons politiques, des raisons de pression politique, oui. Si vous mangez biologique, ok, par définition, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de Roundup Ready, et ça n'a pas été arrosé avec des pesticides synthétiques. Le mouvement organique, le mouvement bio, par définition, n'accepte pas les Roundup Ready, les OGM et d'arrosage de produits chimiques. Et les engrais synthétiques. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais si c'est la même chose que dans le reste du Canada, il y a certaines agences
qui ont la responsabilité d'assurer le consommateur que c'est un produit bio. Ok, il y a des agences du gouvernement ou des agences, je ne sais pas lesquelles, etc. Mais c'est leur responsabilité. Donc, s'il y a un supermarché qui a des étiquettes qui disent bio, que ce soit le président ou d'autres, ça doit venir de ces agences-là. C'est pas l'épicerie qui dit oh ben, on va mettre bio là. Alors s'ils le font, c'est complètement illégal. Ok. Donc le standard est le même partout au Canada. Mais le principe, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est sûr que le principe du bio, de l'organique, c'est qu'il n'y a pas d'OGM et il n'y a pas de pesticides ou d'engrais synthétiques. Quand je dis il n'y a pas d'OGM, c'est pas vrai, parce qu'il y a des tolérances, il y a des limites de tolérance. C'est absolument impossible, parce que maintenant tout est contaminé. Donc c'est sûr que même les produits bio ont 1% d'OGM. Et puis des traces de pesticides, parce qu'il y en a dans l'eau, c'est partout. La lettre, vous avez tous une copie de ma lettre à la ministre. La première référence, c'est une étude qui a été faite par une agence du gouvernement aux États-Unis qui prenait des échantillons d'eau de pluie et du sol et des rivières pendant des années, et ils ont publié cette année et ils ont vu que 75% de tous leurs échantillons contenaient des traces de glyphosate.